Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Entrepreneuriat produit par l'Université de Rennes et le Subtis. Donc c'est un podcast produit par les jeunes entrepreneurs pour les jeunes entrepreneurs où l'idée est de partager le processus entrepreneurial de l'idée au service après-vente, la croissance de l'entreprise en suivant des exemples de jeunes entrepreneurs. Donc je suis toujours Manon, votre présentatrice préférée, étudiante à l'ENSAT, école d'ingénieurs à Lannion, et je suis aujourd'hui en compagnie de Thibaut, qu'on a avec nous toutes les semaines. Et oui, je suis toujours élève ingénieur à l'ENSAT. J'ai fait un diplôme en management d'entreprise à l'IGR et je suis toujours président de Stéphano. Très bien, merci Thibaut. Et aujourd'hui, on accueille donc Yann Scherer. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Yann Scherer, j'ai 22 ans, je suis le fondateur de Road for In, donc je fais du consulting dans les biocarburants avec un projet de plateforme digitale et donc de franchise de garage spécialisé dans les biocarburants. Je suis également du coup ambassadeur étudiant entrepreneur pour Pépite Bretagne, la Fondation Rennes 1 et Éduc sur le campus de Beaulieu Rennes 1. Ok, très bien. Tu as fait quoi comme étude du coup Alors, études, j'ai fait donc un bac S, une classe préparatoire matériaux à Beaulieu Rennes 1, donc avec plaisir. Et j'ai finalisé mes études à l'IGR. Super, merci Yann. La semaine passée pour l'épisode 5, on était en compagnie de Barbara Prudhomme de Pépite Bretagne et de Estelle Kéraval, directrice de la Technopole Lannion-Guingamp. Et on a échangé sur les structures d'accompagnement qui peuvent accompagner les entrepreneurs à lancer leurs projets. Et aujourd'hui, on va prolonger cette discussion donc, avec Yann et toi Thibaut sur le rôle que peuvent avoir ces structures d'accompagnement, les étapes que vous avez pu rencontrer dans la création de vos projets et comment ça vous a aidé concrètement à lancer votre projet. Donc vous, d'abord, quelle structure d'accompagnement vous avez pu rencontrer Yann peut-être ou Thibaut? Moi j'ai commencé donc avec Pépite Bretagne, c'était vraiment la première. J'étais encore du coup en fin de classe prépa. Du coup, j'ai commencé à regarder ça, j'ai fait mon dossier dans l'été entre l'école d'ingénieur et la prépa. J'ai été accepté du coup au tout début de l'école d'ingénieur, le premier mois. Et je suis rentré donc à Pépite Bretagne directement. J'ai fait le D2E, donc le diplôme proposé par Pépite Bretagne à l'IGR, le mois suivant, et j'ai donc pris une année de césure fin 2021 pour me concentrer à temps plein sur ma création de l'entreprise, parce que c'était un projet étudiant en farine, et tous les programmes de Pépite Bretagne. Voilà. Donc tu travaillais sur ton projet sur ta première année d'école d'ingénieur et après tu as pris une année de césure du coup. J'ai commencé réellement en fait avec le confinement, donc fin de première année de prépa pour moi. Okay. Après évidemment la deuxième année de prépa, j'avais pas beaucoup de temps, je travaillais comme je pouvais on me disait. Et du coup ça a commencé vraiment à avoir des résultats en école d'ingénieur, donc en 2021. Et donc Thibaut, si je me souviens bien, toi aussi tu as pu travailler avec Pépite, donc comme Yann. Alors, un petit peu différemment, parce que moi, j'ai commencé par un programme qui a été instauré l'année où je suis arrivé avec Fabrique ta pépite. Donc, c'est un concours de 3 mois pour avoir une idée et fabriquer une entreprise fictive. Et après ça, en septembre dernier, il y a un an, j'ai demandé le statut national d'étudiant entrepreneur à Pépite comme Yann. Et j'ai été accepté. Bravo à toi. Et donc j'imagine que c'est pas la seule structure que vous avez pu rencontrer. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez éventuellement en commun? L'IGR, je pense. Oui, moi à l'IGR j'ai fait plutôt un master administration des entreprises qui est un double diplôme en parallèle d'une école d'ingénieur. J'ai pas encore fait le D2E, mais normalement je vais commencer cette année aussi. Ok. Mais du coup peut-être que tu peux en parler un petit peu du D2E. D2E, alors c'est un diplôme vraiment sur mesure. Faut pas se fier au diplôme, c'est plus une formation entrepreneuriale qu'un diplôme. C'est diplômant parce que comme ça on peut avoir le statut étudiant entre autres. Mais on est plus sur des workshops, donc des ateliers en fait avec des professionnels qui viennent pour la journée et qui ont par exemple 15-20 ans d'expérience dans leur domaine avec un business à eux, où en une journée ils vont en fait vraiment résumer leur spécialité, que ce soit communication, marketing, il y a vraiment tous les ingrédients pour construire une boîte. Et donc à la fin par contre on a des euros par exemple, 2 euros pour l'année, plus un business plan évidemment à produire qui va nous servir après toute notre carrière d'entrepreneur. Donc voilà, c'est plus vraiment une formation accompagnée qu'un diplôme. D'accord, donc en commun vous avez Pépite Bretagne, même si c'était pas le même parcours que vous avez pu faire, et l'IGR. Exactement. Ok, ça. Et qu'est-ce que vous avez du coup non en commun finalement? La Fondation Rennes 1 peut-être?
Je pense que On l'a en commun aussi. Ah, vous l'avez en commun Très aussi. bien. Ok, bon. Donc la Fondation Rennes, pour résumer, donc c'est donc une fondation qui est sur le campus de Rennes, qui subventionne tous les projets un peu étudiants, donc que ce soit les thèses, les stages, les doctorats, les mobilités, et également du coup les projets d'entreprise étudiants qui ont été sélectionnés entre autres par Pépite. Ils t'ont subventionné sur ton stage. C'est ça, sur les bourses starter. Parce qu'on l'a pas précisé dans cet épisode, mais le Pépite permet pour les étudiants qui ont des stages obligatoires à faire de substituer son stage. Par une expérience dans vos projets en fait. C'est ça, sur nos projets. Donc c'est entre autres ce que j'ai fait, mais Yann aussi, s'il a été suivi par la Fondation Rennes. Et comme on n'est pas payé, puisqu'on est en stage sur nos propres projets, la Fondation subventionne nos projets. Et sur le papier, on est stagiaire de la Fondation. D'accord. Donc, les structures d'accompagnement peuvent avoir un rôle donc diplômant, mais aussi financier, pour vous accompagner dans vos projets. Oui, et un rôle vraiment, on va dire, de formation à l'action, puisqu'en plus du financement de la Fondation Rennes, on a un accompagnement qui est fait avec un parrain qui nous est attribué parmi leurs membres. Et ça permet vraiment de... Enfin, moi, je l'ai vécu comme une remise en question totale du projet que j'ai eu. Et ça permet vraiment de vérifier que tous les points sont bien là, qu'on a bien pensé à tout et éventuellement de retravailler certains points. Je sais pas comment toi, tu as pu le vivre. Évidemment ça, également aussi la partie un peu suivi, où moi j'ai eu la chance du coup d'avoir aussi des bureaux, d'être souvent présent sur le campus. Donc je pouvais vraiment voir quasiment tous les jours les personnes qui m'encadraient, ou demander un rendez-vous de suivi concrètement avec une des personnes si j'avais besoin pour faire le point. Donc c'était aussi également un peu plus l'accompagnement au quotidien en fait. Et le suivi dans les périodes creuses, c'était important aussi je pense. Tout à fait. Après c'est pas la fondation qui m'a apporté les bureaux, mais l'ENSAT, mais c'est pareil, c'est important d'avoir des locaux attitrés, de pas travailler de chez soi, c'est plus compliqué. C'est dur, parce qu'on est tout seul. Niveau motivation et... C'est pas simple tous les jours de bosser à distance, mais d'être bien suivi, d'avoir on va dire un cadre quand même si c'est à nous de fixer notre cadre. Surtout, je pense que c'est... Moi, la raison pour laquelle j'ai pris les bureaux, c'était par exemple sur tous les... on est tous dans le même bain, donc on a tous les mêmes objectifs et les mêmes démarches à faire en général. Donc, par exemple, je faisais un concours de projet innovant. Les voisins de mon bureau l'avaient déjà fait, ils avaient toutes les informations, j'ai gagné peut-être 5 heures en... Ouais, j'imagine. Donc ça permet de travailler en lien avec des collaborateurs qui ont les mêmes expériences que toi. C'est ça. Et donc ça t'aide dans ton projet. J'ai aussi entendu parler, moi, des incubateurs. Qu'est-ce que c'est et comment ça vous accompagne ? Alors, les incubateurs, je pense que sans trop me tromper, que Pépite, on peut le classer comme un pré-incubateur, un petit peu. Incubateur étudiant, en fait. Même, incubateur, carrément. Il y a des écoles qui ont des incubateurs. Le but, c'est de prendre les projets dans un incubateur au stade, on va dire, embryonnaire, au moment de l'idée, et d'être accompagné pour construire notre proposition de valeur qu'on a vu dans un épisode sur les Canvas, de vraiment s'accompagner jusqu'à une maturité. Puis après, une fois que le projet commence à être mature, que l'entreprise va être créée, on va peut-être quitter l'incubateur pour aller dans une autre structure, accélérateur, et aller plus loin. Ok, et vous en avez bénéficié, vous avez été à Pépite, mais est-ce qu'il y a d'autres structures dont vous avez bénéficié qui sont des incubateurs ou non ? Alors moi personnellement non, du coup, tout a été fait à Pépite. D'accord. Et tout le reste en fait ça a été plus du mentoring. Donc, comme avec la Fondation Rennes ou la Fondation Schneider Electric pour ma part à Paris. Donc c'était plus, disons que au début je pense que Pépite est largement suffisant tant qu'on est étudiant. Et c'est vraiment une fois que là vraiment on commence à franchir une étape qu'il va peut-être falloir changer d'incubateur. Oui, exactement. C'est pas un incubateur, j'étais aussi un petit peu accompagné par la technopole de Lannion-Guingamp qu'on a vu juste avant. C'est pas un incubateur, c'est un accompagnement, mais toujours dans cette idée un peu de mentoring, de recevoir les bons conseils, parce qu'ils accompagnent des dizaines de projets, donc ils connaissent les erreurs classiques. Et si on n'est pas entouré, des fois on va tomber dans des panneaux et dans des travers habituels qu'on peut éviter. D'accord. Donc vous avez tous les deux lancé votre projet en étant étudiant, ce qui demande une charge de travail relativement impressionnante quand même. Oui. Selon vous, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ou alors quel est le profil de l'entrepreneur idéal ? Peut-être que vous avez des visions qui divergent ou... Alors,
Pour reprendre un peu les premiers cours de Pépites Bretagne, on nous disait qu'il n'y avait pas de profil d'entrepreneur. Ce qui est vrai, on peut tous, au bout de 3-4 ans peut-être, totalement changer de A à Z. On peut tous avoir un électrochoc mental ou des expériences comme ça. Après, je pense qu'au moment de créer l'entreprise, réellement de s'engager, il faut quand même avoir certaines caractéristiques qui vont vraiment nous faciliter la vie. Le goût du risque. Ouais, je pense surtout par exemple le fait d'avoir la vision, d'être évidemment passionné par cette vision, d'avoir vraiment un objectif qui nous tient à cœur. C'est ce qui va nous remplir d'énergie. Je pense également aussi flexible, évidemment, tout ce qui est s'adapter à toutes les situations. On va se mettre dans des situations qu'on ne peut même pas imaginer, donc c'est quand même un atout. Un petit côté matheux aussi, ouais, un petit côté comptable. Analyste. C'est ça, rester en lien un peu avec les statistiques, la réalité numérique. Et même les chiffres de l'entreprise aussi au quotidien, les dépenses, les rentrées d'argent. La trésorerie, tout ça. Et dernièrement, je dirais le côté, si on fait un projet physique, donc le côté sociable, le côté démarchage. Qui est vraiment... Communication, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, selon toi, si on n'est pas passionné, ça fonctionnera pas, quoi. Si on le fait pour l'argent, ce qui est souvent le cas, au début, du moins, ça va être complètement différent. Notre processus de pensée va être complètement différent. Okay. Notre énergie, notre vibe va être totalement différente et on va très vite s'essouffler. Okay. Alors que, on va dans les moments difficiles, vraiment le seul truc qu'on trouve de la force, ça va être vraiment notre objectif final, notre raison d'être un peu. Et non, super, j'ai gagné tant d'euros sur tel truc. Non. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'argent, il y a un changement qui commence à être fait. Les gens qu'on voit à Pépites, j'en croise pas beaucoup qui sont là juste pour faire de l'argent. Il y en a quelques-uns qui traînent parmi nous, mais c'est pas la majorité, comme on peut voir sur YouTube. On citera pas de nom, mais il y en a certains qui sont là juste pour l'argent. Non, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie dimension déjà de passion, mais aussi d'être utile. D'être utile pour la société, pour l'environnement. Une démarche humaine pour vraiment apporter une vraie solution à Exactement, une démarche quoi. humaine, mais que ce soit pour les clients, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour peu importe le projet qu'on fait. D'accord. Et tu parlais aussi de qualité humaine si on a un projet avec des interactions, mais je pense que pour moi, ces qualités humaines, elles sont importantes dans n'importe quel projet parce qu'on va forcément travailler avec des gens. Que ça soit dans les focus group si on fait des focus group, mais même on a forcément un moment soit des clients, soit des fournisseurs. Et on a forcément ces interactions-là, et si on n'a pas les qualités humaines nécessaires, il faut soit les développer, soit il faut s'arrêter tout simplement. Après, il y a des rares cas comme tout ce qui est les business un peu plus digitaux, la crypto, ce genre de choses, où là ça va être restreint, mais si on parle de... Mais c'est pas la même motivation qui est derrière. Hein. C'est ça. Justement, c'est une motivation purement financière. Hein. C'est ça, justement les gens qui font ça pour l'argent, ce serait plus, à mon avis, ils seraient plus épanouis dans des projets digitaux, où là justement on va être vraiment en prise directe avec le côté financier et le côté développement, alors que vraiment un projet humain, concret, physique, là évidemment ça va être toute une autre mentalité. Ouais. Et donc les structures comme Pépites vous ont aidé à soit cultiver, tout simplement à cultiver ces talents-là, ces qualités-là pour vous épanouir dans votre projet entrepreneurial. Ouais, on aime bien aussi le terme soft skills dans le monde académique, c'est vraiment ça, quoi. Math skills, même dans vos cas d'entrepreneur. Il faut. Après, si c'est pas nous, on va s'associer aussi avec d'autres gens qui ont ces compétences-là. D'accord. C'est dur d'avoir toutes les compétences à la fois. Faut bien choisir son entourage, du coup, j'imagine. C'est ça, faut bien choisir, mais faut pas non plus vouloir tout faire et savoir déléguer. Mais oui, du coup, il faut bien en fait identifier ses forces et faiblesses. Et par exemple, des tests psychologiques, c'est ce qu'on a fait en icebreaker à Pépites au début pour casser la glace. Ça me permet par exemple d'avoir un peu les profils de chacun, de pouvoir bien communiquer. Donc vraiment bien savoir s'identifier et tout ce qui va bloquer, de savoir déléguer, de trouver la bonne personne. Et au niveau de l'entourage, il y a le côté un petit peu entourage, on va dire purement du projet, c'est des gens avec qui on va s'associer, nos partenaires, fournisseurs, clients, etc., de bien choisir tout ça parce que c'est important, sinon le projet ne réussit pas. Mais il y a tout l'entourage de base d'une personne que tout le monde a, c'est la famille, ça va être les amis, que les gens comprennent aussi ce qu'on fait, c'est pas toujours évident. Je sais pas toi comment t'as vécu tout ça, mais... Je pense que déjà il faut être prêt à faire une croix sur à peu près 80% des personnes que vous connaissez avant. Moi ça a été le cas, donc... Pour des problématiques de temps ? Pour des problématiques de temps, surtout d'état d'esprit, d'état d'esprit, trouver un job, fais ci, fais ça.
Mais par contre, faut garder à l'esprit que du coup, c'est comme si vous gardiez un peu vraiment le meilleur de votre environnement social et vous allez faire surtout de très bonnes rencontres. Enfin, moi, voilà, il y a très peu de personnes avec qui j'ai gardé contact depuis, mais j'ai rencontré plein de personnes avec qui je compte bien garder contact. Donc ça va brasser beaucoup de personnalités, de monde. Et justement, il faut avoir une bonne intuition. C'est un atout vraiment d'avoir une bonne intuition par rapport à ça. Il faut arriver à bien, on va dire, scanner la personne et savoir, ok, est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose sur le projet, pas forcément d'un point de vue financier toujours, mais des fois entre entrepreneurs, tu disais par exemple sur les concours, c'est juste, ok, je te donne une information, en échange on va en avoir une autre. Voilà, il y a ça, c'est un vrai conseil pour des personnes qui voudraient se lancer, c'est choisissez bien de qui vous vous entourez. C'est ça. Faut avoir, il y a une partie du choix qui se fait tout seul aussi, parce que les gens partent parce qu'ils comprennent pas, au niveau de l'entourage proche, les amis, la famille, en général les gens partent d'eux-mêmes, la plupart du temps. Il faut savoir voyager léger, on va dire, quoi. C'est une métaphore très sympathique. Grosse question également que j'imagine de nombreuses personnes se posent, c'est qu'est-ce qui se passe si on échoue sur le projet? Est-ce que c'est un échec catastrophique? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a des plus petits échecs dans votre voyage finalement entrepreneurial? Yann, peut-être ou... J'ai envie de reposer la question, est-ce que c'est vraiment un échec? Ça, d'abord. Voilà. Moi, il y a peut-être que quelques conseils, ou voilà, les conseils un peu de base, surtout pour les personnes un peu entêtées qui veulent faire ça. Voilà, pendant les études, de toute façon, ça va jamais être du grand art rigoureux. Ça va toujours être un petit peu sur le tas. Les vrais conseils que je pourrais donner, c'est déjà évidemment toujours être en prise directe avec sa vision, ses objectifs. C'est vraiment, je travaille dans l'automobile, on fait le plein, voilà, c'est obligatoire. Des personnes, il y a des moments où on va être vraiment dans les deadlines, à enchaîner les trucs sans prendre de pause, où l'énergie va descendre forcément, mais c'est très très important dès qu'on a fini tout ça, de se recharger. C'est ce qui va être un peu les burn-out, les mauvaises décisions, etc. C'est également la partie, évidemment, on crée surtout une entreprise en France, la partie marge, la partie délai, la partie trésorerie. Mais déjà, juste la partie création, voilà. C'est pas simple. Tous les jours, là, on a créé la société il y a quelques semaines, compliqué. Voilà. Ouais, j'imagine que ça coule pas de source. Mais vu qu'on reste sur un épisode sur les structures d'accompagnement, est-ce que ces structures continuent à vous accompagner en cas d'échec? Comment ça se passe? Alors, déjà, je vais pas commencer par citer toute la réplique, mais je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et donc il n'y a pas d'échec. On va faire des erreurs, c'est sûr. On va se planter bien comme il faut sur certains trucs. Ça peut être sur un recrutement de stagiaires, par exemple, pour ne citer personne. Ça peut être sur plein de choses. On va faire ces erreurs, mais ces erreurs, la plupart du temps, ça va nous coûter de l'énergie, du temps, éventuellement de l'argent. On va les faire qu'une fois, ces erreurs, et on va apprendre. Et même si jamais, je sais pas, le projet, au final, on doit l'arrêter pour une raison X ou Y, en général, tu pourras peut-être confirmer, Yann, mais quand on est piqué à l'entrepreneuriat, on continue, on arrête un projet, on va en lancer un deuxième tout de suite après, ou alors on va reprendre une petite pause pour faire le vide dans sa tête, mais 2-3 ans plus tard, on va revenir avec une nouvelle idée, et c'est un peu quelque chose qui, entre guillemets, nous habite. Ouais, je pense que ça aspire quasiment tout dans notre vie, et justement les seuls moments où on va pas travailler, c'est le moment où, voilà, évidemment, il faut profiter, faut pas travailler pour tout le temps, mais ça va être le moment où on recharge les batteries. Et que, oui, même si pour une raison X ou Y, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut maintenant, on a tellement déjà investi aussi d'efforts, d'argent, de moyens, etc., que d'un côté il y a le rêve, de l'autre côté il y a tout ce qu'on investit, et dans tous les cas, le chemin se fera. Okay. Pour résumer pas mal de trucs, je dirais que, deux choses. Déjà, on n'est pas entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Deuxièmement, l'entrepreneuriat, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, Exactement. On peut pas... Justement, par rapport à toutes les erreurs qu'on a fait, c'est pour ça que c'est très exponentiel. C'est qu'au début, on va faire toutes les erreurs, et qu'au bout d'un moment, justement, 5 ans plus tard, on va prendre 10 fois moins de temps pour faire la même chose. Et on va éviter tous les problèmes. Donc c'est pas vraiment une question de faire, surtout une question d'éviter les problèmes. C'est une vraie courbe d'apprentissage aussi. Quoi. Même de faire toutes les erreurs, en fait, on va faire... Je dirais pas qu'on va faire toutes les erreurs, parce que les structures sont, à mon sens, sont aussi là pour nous éviter de faire ces erreurs, mais toutes les erreurs qu'on va faire, et pas on va faire toutes les erreurs qu'on va faire, on les fera qu'une seule fois, effectivement. Et on va... les structures,
à mon sens, qui m'accompagnent personnellement, ont déjà évité quelques écueils sympathiques. C'est ça. Mais il faut avoir la chance d'être accompagné, quoi. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai créé ça pendant le confinement, tout seul. Bon, là, les erreurs, pour le coup, je les faisais toutes. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que justement, il faut se faire accompagner pour éviter ça. C'est pour ça qu'il faut se faire bien s'entourer, que ça soit les proches et l'accompagnement qui va avec. C'est ça. Surtout, je pense, avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes aussi. Déjà, avec les proches aussi. Former sa famille, former les gens vraiment proches. Et surtout, de trouver les bonnes personnes dans les structures d'accompagnement pour avoir directement toutes les bonnes informations. Oui, puisqu'on n'a pas le même feeling avec tout le monde. Au final, il y a des gens avec qui ça va mieux passer que d'autres, au sein d'une même structure, qui vont faire le même travail. Mais voilà, il faut trouver les bonnes personnes qui vont aller avec notre profil. Ok. Yann, tu parlais à l'instant d'investissement, de temps, d'argent, de moyens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, avec pourquoi pas des actualités sur ton projet, donc Road for Green, ou quelques chiffres qui pourraient peut-être être pertinents? Bien sûr. Par rapport à ça, par exemple, j'ai passé pas mal de temps à faire des dossiers pour des concours de subventions, pour également valider. Enfin, en fait, c'est un peu le planning pépite des 2E. C'est qu'en fin d'année, on va faire donc notre business plan. Et on va l'utiliser, en fait c'est la période des concours de subvention. Donc par exemple ça c'est un événement aussi important, donc ça va être par exemple, de faire vraiment un maximum de concours de subvention par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc dernièrement par exemple j'étais finaliste pour le concours Talent des Cités. D'accord. Donc la finale d'ailleurs se passe demain matin. On te souhaite bonne chance. Merci. Et il y a également beaucoup d'autres projets, je pense par exemple à l'abeille, Créa, Expert Comptable, il y a le prix Pépite Bretagne, enfin prix Pépite national plutôt, la French Tech, etc. Donc, il y a Pépite des Pépites aussi, pour ceux qui sont déjà créés depuis un petit moment. C'est ça. Donc ça, ce qui est bien aussi avec Pépite, c'est que il y a un vrai réseau un peu alumni et l'IGR également. Donc après, du coup, c'est aussi le début pour moi d'être en temps plein pour finir mes études. Je passe officiellement mon oral la semaine prochaine. Ok. Donc c'est la première semaine temps plein sans études. Et pour donner quelques chiffres sur mon activité, par exemple, si je pars du principe, je vais vous prendre un service que je fais souvent, la conversion éthanol. D'accord. Donc qui est l'action en fait de mettre un kit sur le moteur pour faire fonctionner d'un moteur essence à l'éthanol, qui est un biocarburant. Si on prend par exemple 50 voitures, donc ce qui est un objectif que j'ai essayé de me fixer, 50 voitures par an converties, on peut diminuer par exemple disons que la personne fait 20 000 km, on diminue le taux de CO2 par 2. Pour 50 voitures à 20 000 km par an, on est aux alentours de 50 tonnes de CO2 économisées par an. Économisées par an, c'est énorme. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi bien définir son projet. Et c'est également pour ça qu'il faut se faire accompagner, pour avoir justement, c'est exactement ce que tu disais, donc la proposition de valeur dès le début. D'accord. Ça a été la mienne. Voilà. Très bien, merci Yann. Et toi Thibaut, du coup, est-ce que tu as des actualités sur Stéphano à nous présenter ? Actualités sur Stéphano, au moment où on tourne cet épisode, la société vient d'être créée. Et on va commencer à s'activer un petit peu pour aller plus vite, plus loin et plus fort. Et puis on a des nouveaux talents qui nous rejoignent dans l'aventure. Ok, écoutez, merci Yann, merci Thibaut. Dans le prochain épisode, on va parler des études de marché. Donc pour ne pas le rater, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Vous pouvez retrouver Yann sur Instagram, donc @road4green, et il est également pin sur Google Maps, donc avec le nom Road for Green. Merci Yann encore, merci Thibaut. Merci Manon, merci Yann, et puis je remercie les partenaires qui permettent de faire ce podcast, l'université, l'ENSAT, la Fondation Rennes 1 et la Technopole Anticipa de l'Union Guingamp. Et on se revoit au prochain épisode. À bientôt.